le choix était clair depuis très longtemps sur l'espoir que la jeunesse, que la communauté sénégalaise avait de voir un changement. Et c'est lui qui l'a porté. Donc, je pense que oui, il y a un vote sanction, mais au-delà de ça, le vote a été très objectif et sur la base de l'espoir qui a été construit autour des informations reçues sur la malgouvernance, sur la volonté de la population d'avoir de l'emploi, surtout les jeunes, sur les questions d'immigration, sur la question de la santé, de l'éducation, ça a fait un tour qui a fait que sur le global de la proposition de PASTEF, les gens ont dit oui parce qu'ils se sont reconnus à ce projet porté par Ousmane Sonko et qui a été finalement abouti sous la tutelle de Diomaye. Alors, vous dites que le choix a été fait depuis longtemps, c'est-à-dire c'était bien sûr Sonko, et vous avez même dit que c'est lui qui a commencé à révéler un certain nombre de choses que les Sénégalais ignoraient encore jusque-là. Et vous citez là les malversations par-ci par-là, un peu le dysfonctionnement de ce dispositif. Et est-ce qu'on peut comprendre que c'est parce que tout le monde savait que le choix c'est bien Ousmane Sonko, que l'on a tenté finalement de l'empêcher, de tout faire pour l'empêcher d'arriver à son but. Mais effectivement, d'ailleurs, ici, il y a un slogan que les jeunes aiment brandir sur les réseaux. Ils disent souvent, il a élu les maires, il a élu les députés, et aujourd'hui, il a élu un président de la République. Je pense que ça, personne ne peut le nier. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve que c'est une personne extraordinaire, effectivement, dans la mesure où ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une personne aussi honnête, entre guillemets, on va le mettre entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Parce que tant qu'on n'a pas de preuve qu'il a volé un franc du contribuable sénégalais, on pense que c'est une personne honnête. Et jusqu'à présent, par exemple, moi, je suis apolitique, j'ai pas de parti politique. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour moi de croire au projet de Sonko parce que je me suis dit, c'est comme tous les politiciens qui, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, ils nous bombardent avec des choses auxquelles ils ne croient pas. Mais au fur et à mesure, j'ai suivi le projet, j'ai lu ses livres, j'ai lu le projet en soi, je l'ai suivi, mais il m'était à un moment donné difficile de ne pas le soutenir dans ce projet-là. Et donc, Ne pas le à soutenir quel moment vous avez commencé à croire à ce projet? euh, quand il a été emprisonné, parce qu'il n'y avait plus assez d'éléments pour l'emprisonner sur le viol et qu'on l'a transféré sur un fait qui concernait une personne qui n'avait rien à voir. Et où, lorsqu'on parle de l'État, on parle d'un instrument assez fort qui a les moyens de faire sortir des preuves. Et au moment où je vous parle, l'État du Sénégal, l'ancien régime, n'est pas capable de nous montrer des preuves qui montrent que Ousmane Sonko a pris un franc de l'argent du contribuable lorsqu'il était aux impôts et domaines. Il a été même accusé d'avoir, entre guillemets, volé un téléphone, c'est ça? Un téléphone devant chez lui qui le filmait dans son espace privé avec, il n'y avait même pas de mandat ou d'autorisation qui donnait à cette personne-là qui était une personne qui était une femme de tenue, de filmer une personne sans son autorisation. Qu'est-ce qu'on dit du droit de l'image? Devant chez lui en plus. Qu'est-ce que Ousmane Sonko va faire avec le téléphone d'une personne qu'il ne connaît pas? C'est pas logique du tout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur TLR TV R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur comment le peuple sénégalais a-t-il pu sauver sa démocratie malgré la pression des puissances néocolonialistes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Nafi Gueye. Bonjour Nafi, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste en entrepreneuriat et automatisation des jeunes et des femmes. Vous êtes également fondatrice de l'association J'existe. C'est bien ça. Je suis spécialiste en entrepreneuriat et en autonomisation des jeunes et des femmes. Merci Christian pour cette vitrine que vous nous offrez de pouvoir partager.
Nous allons parler de la résilience du peuple sénégalais, notamment la jeunesse face à un régime qui visiblement avait l'intention de faire voler en éclats les acquis de la démocratie sénégalaise. Nous évoquerons également la ténacité, la bravoure et le charisme du couple Sanko-Diomaye qui s'inscrit désormais et incontestablement comme un modèle de leadership africain à suivre. Élu au premier tour à 54,28% des voix le 24 mars dernier, le président Bassirou Diomaye était encore une personne peu connue des Sénégalais. Il venait de sortir d'ailleurs de prison 10 jours seulement avant l'élection présidentielle qui va le consacrer à la magistrature suprême du Sénégal. Quel sens donner à son élection au premier tour? Alors déjà, comme je disais, je vous remercie pour cette vitrine qui est donnée à la jeunesse sénégalaise de s'exprimer face à la situation du Sénégal, qui a été suivie, je pense, partout dans le monde, vu les enjeux démocratiques qui s'étaient installés. Alors aujourd'hui, je pense que c'est une finalité d'une longue, disons, d'une longue lutte collective qui concernait un peu la situation du Sénégal, de comment les choses ont évolué, de comment le gouvernement a pris un peu, disons, l'espace de l'expression de la population et qui se résulte par l'élection du président Diomaye Faye, qui était un peu le candidat de PASTEF, sachant que si on fait un peu l'historique de ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a été créé avant même 2016, avant que Ousmane Sonko ne sorte de l'administration publique. Et ça, je pense qu'il est bon de temps à autre de le rappeler. Ousmane Sonko n'a pas créé PASTEF. PASTEF a été créé par des Sénégalais qui ont comme but de promouvoir l'éthique, le travail et également l'engagement citoyen. Et à travers un peu son parcours, les dénonciations qu'il faisait en interne et le fait qu'il a été radié à cause de ces dénonciations-là, le mouvement PASTEF s'est consulté pour dire peut-être que c'est la meilleure personne qu'on pourrait avoir à la tête de cette organisation, vu son éthique, vu également son engagement, vu sa volonté de faire développer le Sénégal, et ils l'ont mis au devant de la scène. Et je pense que ce qu'on a vu, c'est que depuis lors, il n'a pas eu la paix, il a été bousculé, il a été un peu secoué, il a été privé de liberté. Et c'est à l'issue du dernier tour où il a été aussi exclu de la liste électorale, emprisonné, qu'il a choisi quelqu'un d'autre et personne ne s'y attendait effectivement parce que Diomaye, nous l'avons découvert il y a quelque temps. Bon, il sortait de temps à autre, mais il était très discret dans ses actions. Et là, vu que bon, dans la logique des choses, depuis 2016, les gens suivent le projet PASTEF, et pas Ousmane Sonko forcément, mais le projet PASTEF qui est porté par Ousmane Sonko. C'était logique pour la population d'aller vers la direction que Ousmane Sonko a choisie pour le PASTEF et où les Sénégalais étaient tout à fait d'accord sur le choix. Et je pense que ça s'est résulté par le fait de l'élire au premier tour, ce qui n'est jamais arrivé au Sénégal. Je pense que ça en dit long sur la liberté d'expression qui revient au peuple, quoi qu'il en advienne. Alors, élu au premier tour, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez aussi dit Ousmane Sonko n'a pas eu la paix, il a été bousculé tout le temps, il y a eu des violences, tout le monde a vu ce qui s'est passé. La preuve, c'est qu'il s'est retrouvé même en prison et est sorti de là 10 jours avant l'élection. Est-ce qu'on peut parler ici d'une élection ou d'un vote sanction, comme on appelle ça? Ah oui, je pense qu'on peut le dire, hein. On peut le dire d'un vote sanction, mais au-delà du vote sanction, c'est quand même une prise de conscience collective de la société. Parce que si on parle que de vote sanction, c'est comme si les gens ont suivi leurs émotions. Or, c'est pas ça. Les gens, depuis très longtemps au Sénégal, les gens prennent de plus en plus conscience, et ça aussi, il faut lui reconnaître. C'est grâce à Ousmane Sonko qui ne s'est pas lassé de montrer des preuves d'informer la jeunesse, d'informer la population sénégalaise sur des faits que la population ignorait parce que le gouvernement ne parlait pas forcément avec la population. Donc, à chaque fois qu'il y avait une situation, il se mettait devant, il parlait et les gens prenaient la peine d'aller faire des recherches. Et je pense que le fait on doit lui reconnaître ce mérite aussi
de l'éducation à la citoyenneté qu'il a réussi à installer pendant toutes ces années et qui ont fait qu'aujourd'hui, le choix était clair depuis très longtemps sur l'espoir que la jeunesse, que la communauté sénégalaise avait de voir un changement. Et c'est lui qui l'a porté. Donc, je pense que oui, il y a un vote sanction, mais au-delà de ça, le vote a été très objectif et sur la base de l'espoir qui a été construit autour des informations reçues sur la malgouvernance, sur la volonté de la population d'avoir de l'emploi, surtout les jeunes, sur les questions d'immigration, sur la question de la santé, de l'éducation. Ça a fait un tour qui a fait que sur le global de la proposition de PASTEF, les gens ont dit oui parce qu'ils se sont reconnus à ce projet porté par Ousmane Sonko et qui a été finalement abouti sous la tutelle de Diomaye. Alors, vous dites que le choix a été fait depuis longtemps, c'est-à-dire c'était bien sûr Sonko, et vous avez même dit que c'est lui qui a commencé à révéler un certain nombre de choses que les Sénégalais ignoraient encore jusque-là. Et vous citez là des malversations par-ci, par-là, un peu le dysfonctionnement de ce dispositif. Et est-ce qu'on peut comprendre que c'est parce que tout le monde savait que le choix, c'est bien Ousmane Sonko, que l'on a tenté finalement de l'empêcher, de tout faire pour l'empêcher d'arriver à son but. Mais effectivement, d'ailleurs, ici, il y a un slogan que les jeunes aiment brandir sur les réseaux. Ils disent souvent, il a élu les maires, il a élu les députés, et aujourd'hui, il a élu un président de la République. Je pense que ça, personne ne peut le nier. Aujourd'hui, lorsqu'il y avait les élections locales, c'est lui qui était en avant. Toutes les personnes qui étaient à PASTEF ont été élues au niveau des postes concernant les locales, que ce soit les législatives et que ce soit aujourd'hui le présidentiel. Oui, effectivement, les gens, disons depuis 2021, je pense que vous avez bien suivi, entre 2016 et 2017, je me rappelle encore, on a une image de lui où il était seul dans les rues en train de faire sa campagne, personne ne le suivait. Mais au fur et à mesure, entre 2017 et 2020, disons pendant la période Covid, il y a eu tellement de choses qui ont changé. Dans son discours, on a trouvé qu'il est quand même une personne assez constante dans ce qu'il dit. Quand on se permet d'aller vers la vérification, on se rend compte également que ce qu'il dit est difficilement niable, Contestable. contestable. Et aujourd'hui, de tout ce qu'on l'a accusé, il n'y a aucun procès aujourd'hui qui a donné faveur aux gens qui l'ont accusé avec des preuves nettes. Et on dit qu'en droit, il n'y a que les preuves qui comptent. Et aujourd'hui, il a été accusé, mis en prison sur la base d'une manipulation du droit, que tout le monde sait d'ailleurs, et qui l'a mis en prison. Et la preuve, s'il était tout ce qu'on l'accuse, bah, le président de la République n'aurait pas fait d'amnistie. On ne met pas en liberté une personne dangereuse de ce point, à ce point-là. Et personne, d'ailleurs, il le disait lui avant. Il disait, il m'a mis en prison, il va me sortir de prison. Ils m'ont mis en prison, ils vont nous sortir de prison. Et c'est ce qui a été fait. Donc, du coup, à un moment donné, même les gens se demandaient, est-ce que finalement, Ousmane Sonko, c'est une personne lambda, c'est une personne naturelle, parce qu'il a tellement dit de choses. Je me rappelle lorsqu'il était encore en prison, juste avant les élections, il y a eu une série de lives qui ont été publiés sur les réseaux et ça a tellement inquiété le gouvernement qu'ils se sont mis à travailler le dimanche. Vous vous imaginez? Et sur Twitter, il y avait beaucoup de clash, des gens qui disaient, mais comment ça se fait qu'une personne qui est en prison arrive quand même à vous faire travailler le dimanche? Et lorsqu'on regarde les lives, les vidéos préenregistrées de Ousmane Sonko qui était encore en liberté, bah, on se demande comment il fait pour avoir autant d'informations et d'être en avance autant sur le gouvernement et d'être tellement logique qu'on se demande est-ce qu'il n'y avait pas des manipulations à l'intérieur de Le la prison. système, Et d'ailleurs, oui, et on l'a même déplacé plusieurs fois parce qu'il ne faisait même pas confiance à l'administration pénitentiaire, vu tous les moyens qu'il a eu avant de tout préparer avant d'aller en prison. D'ailleurs, les jeunes aiment dire c'est Casa del Papel et on l'appelle El Professeur à cause de cette série-là. Tellement, c'est juste pour vous dire qu'il a été suivi par la population sénégalaise, mais ce qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'il a été constant dans le partage d'informations vérifiables, mais au-delà de ça, de tout ce qu'on lui a accusé, que ce soit le viol sur cette personne dont je ne citerai pas le nom, que ce soit le dossier avec Mambéignan sur la malversation qui aujourd'hui encore traîne
au niveau des tribunaux, que ce soit autre chose, manipulation de la jeunesse. Mais aujourd'hui, mais on n'a aucune preuve de ce qu'on lui reproche. Et aujourd'hui, il est aujourd'hui Premier ministre du Sénégal. Je pense que si vous écoutez un peu le discours de Diomaye, vous sentez que la constance est encore ici. Parce que de ce qu'ils disent depuis 2016, on est Oui. toujours sur cette étape-là. Évidemment, on reviendra sur les propos, sinon les discours des deux, c'est-à-dire du duo, et c'est difficile d'ailleurs de parler d'Ousmane Sonko sans parler de Diomaye Faye, tout comme l'inverse, ce n'est pas possible. Et tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler d'Ousmane Sonko. Finalement, il incarne aujourd'hui une personnalité tout à fait extraordinaire finalement pour la jeunesse sénégalaise, c'est bien cela. Et quand il a été mis aux arrêts, finalement, tout le monde a dit que c'est une instrumentalisation de la justice. Comment cela a été vécu au Sénégal, dans le milieu de la jeunesse? Oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve que c'est une personne extraordinaire, effectivement, dans la mesure où ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une personne aussi honnête, entre guillemets, on va le mettre entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Parce que tant qu'on n'a pas de preuve qu'il a volé 1 franc du contribuable sénégalais, on pense que c'est une personne honnête. Et jusqu'à présent, par exemple, moi, je suis apolitique, j'ai pas de parti politique. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour moi de croire au projet de Sonko parce que je me suis dit, c'est comme tous les politiciens qui, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, ils nous bombardent avec des choses auxquelles ils ne croient pas. Mais au fur et à mesure, j'ai suivi le projet, j'ai lu ses livres, j'ai lu le projet en soi, je l'ai suivi, mais il m'était à un moment donné difficile de ne pas le soutenir dans ce projet-là. Et donc, Ne pas le à quel soutenir. moment vous avez commencé à croire à ce projet? Euh, Quand il a été emprisonné, parce qu'il n'y avait plus assez d'éléments pour l'emprisonner sur le viol et qu'on l'a transféré sur un fait qui concernait une personne qui n'avait rien à voir. Et où, lorsqu'on parle de l'État, on parle d'un instrument assez fort qui a les moyens de faire sortir des preuves. Et au moment où je vous parle, l'État du Sénégal, l'ancien régime, n'est pas capable de nous montrer des preuves qui montrent que Ousmane Sonko a pris 1 franc de l'argent du contribuable lorsqu'il était aux impôts et domaines. Il a été même accusé d'avoir, entre guillemets, volé un téléphone, c'est ça? Un téléphone devant chez lui qui le filmait dans son espace privé avec, il n'y avait même pas de mandat ou d'autorisation qui donnait à cette personne-là qui était une personne, qui était une femme de tenue, de filmer une personne sans son autorisation. Qu'est-ce qu'on dit du droit de l'image? Devant chez lui en plus. Qu'est-ce que Ousmane Sonko va faire avec le téléphone d'une personne qu'il ne connaît pas? C'est pas logique du tout. C'est pas Alors, du tout donc, logique. vous étiez en train de nous expliquer comment vous avez vécu ce moment-là, sachant que finalement, t'es le candidat de la jeunesse, il faut le dire comme ça, sénégalaise, mais qui, quelque part, une justice instrumentalisée jusqu'à le mettre en prison, jusqu'à maintenant, on peut dire encore à tort. Comment Mhm. vous avez vécu Alors, cela? je pense que le Sénégal est un pays qui déteste l'injustice, de manière générale. C'est-à-dire, dans un quartier, lorsque vous sortez, vous voyez quelqu'un qu'on malmène injustement, vous pouvez rapidement voir tout le quartier qui sort et qui le défend. Donc, si nous, on a été éduqués sur ces bases-là, c'est difficile de voir une personne sur laquelle tout un État ou bien tout un régime, tout un monde en fait, Disons, un s'acharner vers système cette se personne focalise sur une personne. sur une seule personne, mais ça pousse même à se poser des questions du pourquoi. C'est-à-dire, s'ils ont confiance en ce qu'ils disent, s'ils pensent que c'est une personne qui mériterait d'aller au front avec eux, pourquoi ils s'acharnent autant sur la personne? Je pense que c'est ça qui a été le déclic, qui a poussé à énormément de personnes de dire, écoutez, quand même, ça fait longtemps qu'ils nous parlent, on refuse d'écouter, mais ce qui se passe là mérite qu'on y prête attention. Et c'est là où la jeunesse a pris le flambeau en disant, nous avons besoin d'un président qui nous dise la vérité. Nous avons besoin d'un président qui sache ce que nous vivons. Nous avons besoin d'un président qui propulse le changement. Et lui, depuis qu'il est là, il nous parle que de ça. Et toutes les personnes, à l'occurrence, monsieur le président Diomaye Faye, qui aujourd'hui était très proche de monsieur Sonko, est une personne aussi propre que lui, s'il ne l'est pas plus. Parce qu'il a été emprisonné, mais de quoi, en fait, on l'accuse jusqu'à ce qu'on le mette en prison pendant 1 an? C'est rien du tout qui soit à mesure d'être prouvé, mais c'est plus politique. Donc, c'est à ce moment-là que la jeunesse a dit non. Ils sont sortis, nous sommes tous sortis, nous avons manifesté
notre colère, nous avons manifesté notre opposition à cet acharnement-là en utilisant différents moyens. Il y a certains qui étaient sur le terrain, il y a d'autres qui ont utilisé le réseau, d'autres ont utilisé l'influence. Évidemment, Et je pense venons un peu à qu'aujourd'hui, cet aspect de choses. Je voulais aussi comprendre un peu comment vous vous êtes organisé. En fait, le peuple sénégalais s'est organisé pour faire échouer toutes les stratégies qui avaient été montées, dont le seul but, bien sûr, d'empêcher la jeunesse sénégalaise de faire son choix. Comment vous êtes organisé? Quelles ont été les stratégies? Quels ont été aussi les outils que vous avez utilisés pour parvenir finalement à votre objectif? alors je ne parlerai pas de stratégie, mais je pense que c'est le cœur qui a réuni tout le monde. C'est le cœur, c'est aussi l'ambition, l'objectif commun. Le Sénégal est un des pays, est aujourd'hui le pays le plus cher en Afrique en termes de vécu, c'est-à-dire le coût de la vie au Sénégal est le plus cher dans toute l'Afrique. Pour un pays qui fait partie de la liste des 25 pays les plus pauvres au monde, quand même, c'est pas logique du tout, c'est inadmissible. Les gens, ils souffrent, que ce soit dans les métiers, que ce soit dans le milieu professionnel. Les gens peinent à avoir un travail, les pères de famille peinent à nourrir leurs enfants. L'éducation, on nous amène n'importe qui pour enseigner à nos petits frères, à nos enfants, etc. Donc, il y a eu tellement de Mais personnes pourtant, qui on ont nous a des toujours, choses. pardon, Nafi, on nous a toujours parlé d'une croissance économique plus ou moins bonne au Sénégal. Comment Oui. ce contraste, Alors, comment expliquer ce? exactement. Pourquoi la population ne le sent pas? Je pense que la question de la croissance n'est pas un argument qu'on brandit à la télé juste pour se vanter aux côtés des autres. Je suis désolée. La croissance d'un pays se mesure à la liberté que les personnes ont, à leur capacité à subvenir à leurs besoins, à leur capacité à être insérés lorsqu'ils ont besoin d'emploi et à leur mobilité. Pourquoi aujourd'hui on dit que le Sénégal a une bonne croissance alors qu'on voit des milliers et des milliers de Sénégalais prendre des pirogues, risquer leur vie dans la mer pour pouvoir sortir, aller vers de nouvelles horizons pour chercher de l'espoir. Comment ça se fait que des Sénégalais puissent choisir d'aller au Maroc se chercher alors que le Sénégal a autant ou plus de ressources naturelles qui peuvent développer un pays que le Maroc. Mais qu'est-ce qui Le explique Maroc ce survit. paradoxe? Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe? Oui, parce que, comme je dis, c'est que, en fait, entre ce que les gens disent de dehors pour un peu revêtir le blason des pays et ce qui se passe réellement, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, les médias, à un moment donné, les gens n'avaient pas accès aux médias. Les médias s'étaient mis du côté du gouvernement pour peut-être des peurs de sanctions ou par intérêt. Parce qu'il y a des médias aujourd'hui qui, je pense qu'ils feront même partie des sanctions qui ne payent pas d'impôts, qui ont été privilégiés pendant l'Ancien Régime. Et aujourd'hui, quand vous dites des choses pour que la communauté internationale puisse être au courant, tout de suite, on vous prive de liberté. Donc, ce paradoxe-là, pour moi, est dû au fait qu'il y avait des limites concernant l'accès aux médias et qu'aujourd'hui, à travers Facebook, même lorsque des gens utilisaient Facebook, TikTok pour s'exprimer, ils ont commencé à mettre, à chaque fois qu'il y a une marche, bah, il y a le ministre de la Communication qui sort, qui dit que l'Internet sera coupé. En fait, à un moment donné, on s'est senti dans une boîte où seul le président de la République, l'ancien président, était la personne qui avait la clé, il l'ouvre et il ferme quand il veut. Et du coup, dans ces contextes, c'est très difficile de dire la vérité ou de partager ce qui se passe réellement. Et je pense qu'on a, à force de forcer, parce qu'ils n'ont pas su quand même, la diaspora a joué un très grand rôle là-dessus, parce que quand même, ils pouvaient enfermer les Sénégalais ici, qui vivent au Sénégal, mais ils n'ont rien pu faire pour la diaspora. Et la diaspora était, je pense, l'arme principale du Sénégal dans ce combat, parce que au-delà des cadres qui sont dans PASTEF, il y a des personnes qui ont utilisé des moyens financiers, industriels, c'est-à-dire leur intelligence technique de réseau, pour un peu parler de la situation du Oui, Sénégal. Et je pense que ça a été. pendant que vous parlez des réseaux, j'imagine un peu au temps où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, que se serait-il passé concrètement, si on peut Bah, imaginer? je pense que les gens n'auraient aucune idée, je vous assure, de ce qui se passe au Sénégal. Aucune idée. Parce qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'il y avait un complot de personnes très hautes placées, dans des instances, mais très hautes placées,
contre le Sénégal. C'est vraiment, en tout cas moi personnellement, c'est le ressenti que j'ai eu. Je suis une personne qui Un voyage. complot international, c'est ce que vous voulez dire. Je peux le dire comme ça. Parce que le Sénégal a lancé tellement d'alertes et personne n'a répondu. Il n'y a eu aucune organisation qui a répondu favorablement. Pourquoi? Parce que l'ancien président faisait partie de certaines autres institutions. Il avait beaucoup d'amis dans ces institutions-là. Il était apprécié de dehors parce que les intérêts des autres étaient aussi en jeu. Bah, écoutez, nous, on n'avait que nos voix et on l'a exprimé. Heureusement qu'il y avait les Sénégalais de la diaspora qui ont fait un excellent travail au-delà de nos frontières, combiné au travail des Sénégalais sur le terrain. Je pense qu'ensemble, on a réussi quand même à redresser le pays, ne serait-ce que pour la liberté. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est encore fait. Il y a énormément de choses qui restent à faire. Mais le Sénégal reste le modèle de démocratie qu'on veut, que tout le monde connaît. Et on va se battre encore plus pour maintenir ce respect que les autres ont envers ce pays-là en essayant d'être nous-mêmes les premiers vecteurs de changement. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il est difficile de parler de Diomaye Faye sans parler de Ousmane Sonko. Quelles leçons peut-on désormais tirer de ces deux leaders politiques sénégalais? En tant que jeune, moi, ce que je retiens, c'est que lorsqu'on est encore jeune, il est important de mettre l'éthique au devant de ce que l'on fait et l'honnêteté. Parce que aujourd'hui, la crédibilité de ces deux personnes s'est construite sur la base de deux valeurs qui sont l'éthique, l'honnêteté, peut-être j'ajouterai la constance. Et aujourd'hui, c'est grâce à cela que peu importe ce qui leur a été fait, la privation de liberté, la violence, etc., ils sont restés dignes, ils ont gardé leur dignité et ils ont acquis le respect au-delà même du Sénégal, d'autres pays, que ce soit en Afrique ou dans le monde, qui font qu'aujourd'hui, ils sont légitimes. Ils ont été élus, mais légitimement. Et ça, pour moi, lorsque je fais mes coachings en développement personnel, je dis aux gens, la plupart des personnes qui ont du mal à s'exprimer devant un public, ils sont confrontés à un problème de légitimité. Et la légitimité, ça se construit sur la base de l'honnêteté, sur la base également de l'éthique, mais sur la base de la constance. Lorsqu'on a ces valeurs, on est légitime. Et je pense que ce sont deux personnes qu'on ressent, qu'on voit légitimes à la tête de ce gouvernement du Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes tous derrière eux pour les accompagner dans leur volonté. Et je pense que le discours du président de la République, Diomaye, le prouve. Lorsque vous décortiquez son discours, vous verrez que la constance de 2016 est toujours là, portée certes par un homme différent, mais par le même projet qui coiffe les deux personnes qui sont aux têtes de l'État du Sénégal aujourd'hui. Alors, la fille, je sais également que les promesses de campagne, les programmes, tout ce qui se dit en politique, c'est une chose, mais lorsqu'on est à l'exercice, bien sûr, d'un pouvoir, c'est tout autre chose. Quel espoir pour la réussite de ce couple qui s'est installé au Sénégal maintenant? Bon, je pense que oui, même en management de projet, il faut quand même écrire le projet. Il faut décliner Tout à des fait, oui. axes, mettre un plan de suivi, mettre l'identification de ressources humaines qualifiées et de mettre également une stratégie qui permet de faire l'évaluation, le suivi et l'évaluation des performances. Et je pense que dans son discours, il a été ressorti que ce qui sera fait sera d'abord de faire le traquage des biens mal acquis, de lutter contre la corruption, de donner vraiment une priorité à l'agriculture qui aujourd'hui peut être un vecteur de croissance énorme pour le Sénégal au vu des superficies non exploitées dans notre pays, de récupérer un peu tout ce qui est ressources naturelles avec une ouverture quand même qui est donnée aux partenaires de pouvoir venir négocier sur la base du respect parce que nous devons du respect à nos pays amis et partenaires, mais ce respect doit être dû aussi au Sénégal et que tout sera discuté pour que le Sénégal puisse en ressortir en fait gagnant. Et je pense que ce discours-là, quand même, ça rassure lorsqu'on voit également qu'il dit qu'il est prêt à ouvrir la porte à ceux qui sont prêts à dénoncer toutes ces personnes qui ont volé l'argent du Sénégal, qui ont investi, qui ont fait des prêts non, qu'il serait prêt à ouvrir la porte à toute personne qui serait d'accord pour les dénoncer, pour qu'on puisse récupérer tous ces biens et les réinjecter au niveau du secteur de développement, au niveau du développement du Sénégal. Je pense que c'est rassurant. Maintenant, tout ça, il faut le dire, demande du temps. Ça demande de l'organisation, ça demande une implication de tout un chacun. Et ça commence par moi-même, qui suis acteur du développement. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau qui permettrait à l'État de pouvoir compter sur mon appui
dans mes petites actions et qui puissent être amplifiées sur une plus grande majorité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait que la population sénégalaise soit patiente, que cette confiance qui a amené ces deux personnes à la tête de l'État puisse être renouvelée dans le temps, qu'on leur laisse le temps de pouvoir redresser le pays, parce qu'on ne peut pas parler de croissance, de développement s'il n'y a pas de redressement. Il y a énormément de choses qui se sont passées en 12 ans, et plus d'ailleurs, et qui mériteraient qu'on y accorde un peu plus de temps. Et je pense que la population sénégalaise, aujourd'hui, au moins à 95%, est d'accord de leur donner ce temps-là. Maintenant, moi, ce que je leur suggérerais, c'est vraiment d'aller vers une communication transparente qui soit assidue, ponctuelle et basée sur l'objectivité. Parce que c'est ça aussi qui permettra, en fait, de créer cette crédibilité internationale qui poussera certains, même s'ils ne le veulent pas, à s'associer à ce programme. Parce que c'est à ces 5 ans à venir, ils ne peuvent plus rien faire. C'est le président de la République, M. Diomaye Faye, et le Premier ministre, c'est Ousmane Sonko. Personne ne pourra changer Oui. ça. Évidemment, il y a des termes très récurrents d'ailleurs, donc ça revient le plus souvent dans leurs discours, les discours des deux, hein, il faut dire comme ça, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est la souveraineté et le patriotisme. C'est ce que j'ai cru comprendre lorsque j'ai écouté son premier discours solennel, juste après l'investiture, bien entendu, et j'ai relevé cela. Qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Commençons par la souveraineté. De quoi parle-t-on concrètement? Il y a un petit souci comme ça au niveau du Sénégal qu'il faut régler, c'est ça? Bon, je pense que c'est pas un problème sénégalais, c'est un problème africain. C'est un peu un problème des pays africains de manière générale. Maintenant, c'est le niveau qui change. À quel niveau le Sénégal est souverain et comment on pourrait l'améliorer. Aujourd'hui, on sait que le Sénégal est un pays frontalier, qui a des pays frères comme la Guinée, la Gambie, la Mauritanie. On est très proche aussi en termes de développement. On est très proche du Burkina Faso. On voit ce que aujourd'hui le président burkinabé est en train de faire dans son pays. Il y a le Niger qui aujourd'hui aussi a émis le besoin de changement, qui aujourd'hui se bat pour le changement. On a vu également le jeune Ougandais qu'on appelle le Ousmane Sonko de l'Ouganda, où les jeunes commencent à lui donner un peu plus de crédit parce que son projet peut-être parle plus à la jeunesse et à la population. On voit également qu'au Cameroun, j'ai vu ça récemment passer, ils ont créé un mouvement qui s'appelle Pastef, qui est inspiré de Pastef, où on voit le Cameroun à la fin et pas le Sénégal au milieu. Ça, je pense que ce sont des choses qui montrent en fait que le besoin de souveraineté n'est pas une question qui est purement sénégalaise, mais c'est une question qui est africaine, qui est internationale aujourd'hui. Et l'idée derrière eux, c'est de dire, OK, c'est pas parce qu'on dit qu'on a besoin de souveraineté qu'on s'ouvre pas au partenariat. On est ouvert, on est même prêt à nous reconnecter à la CEDEAO, mais il faudra en discuter pour voir sur quelle base. On est prêt à réconcilier certains pays africains qui étaient sortis de la CEDEAO, à les ramener vers la CEDEAO, mais il faudra qu'on en discute. Et je pense que ça, c'était quand même la première chose à laquelle on devrait s'attendre au vu de l'histoire du Sénégal, de ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années chez nous. Et je pense que c'est vraiment dans l'objectivité et que c'est revu en termes de sécurité. On nous a fait croire, et je pense que la menace est réelle, que le Sénégal reste le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a jamais eu d'attaque terroriste. Ça nous met une pression assez énorme, d'où la nécessité de revoir la sécurité du pays et de veiller effectivement sur la souveraineté qui s'ouvre peut-être vers le partenariat, mais qui quand même reste ferme dans sa gouvernance, mais également dans sa projection de sécurité pour sa population. Oui, mais donc on a longtemps parlé de l'économie, de la sécurité. Est-ce qu'on peut également penser qu'il s'agit là également de la souveraineté économique et la souveraineté de la sécurité, c'est-à-dire prendre la sécurité en main? Oui, je pense que oui, effectivement, la sécurité, vous avez vu, hein, il y a eu beaucoup de manipulations, je dirais pas de l'armée, mais de certains secteurs de l'armée qui ont été mis contre le peuple, qui ont fait subir au peuple pas mal de choses. On leur pardonne d'ailleurs parce qu'on pense que c'est pas, lorsqu'on est dans l'armée, on suit des ordres. Ce ne sont pas forcément les Sénégalais qui ont agi. C'est vraiment le système qui a voulu qu'ils agissent. Donc là, en plus
d'entraver la liberté d'aller et de revenir des citoyens, entrave maintenant la liberté de culte. Et sur quelle base? La Constitution dit que j'ai le droit de bouger. La Constitution dit que j'ai le droit d'aller prier. Donc, un ordre ne peut pas violer la Constitution. Il y a l'ordre de la loi et le commandement de notre pays. Le commandement ne tire sa légitimité que de la loi. Il n'y a pas de... En droit administratif, on parle d'ordre manifestement illégal. Ce n'est pas tout ordre qui est illégal. Donc, quand un ordre est illégal, vous, en tant qu'officier de police, vous avez le droit de désobéir. Ce n'est pas tout ordre qu'on exécute de manière aveugle. C'est un ordre manifestement illégal. Manifestement, voilà. flagramment illégal. Mais je ne vous en veux pas, vous faites votre travail, vous suivez les ordres. Aujourd'hui, qui a été à la tête de tout ça? Il y a eu des morts, des personnes à qui on a tiré à des balles réelles, des gens qui ont été séquestrés, des gens qui ont disparu. De nombreux feux en pleine rue, des jets de pierre sur les policiers et en face, des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. Ailleurs dans la ville, c'est un supermarché de la marque française Auchan qui a été pillé. Pour la 3e journée consécutive, Dakar a été le théâtre de violences et d'affrontements. En cause, l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Ce vendredi, après l'avoir entendu, les juges ont décidé de le remettre en garde à vue. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. Il est clair que l'État de droit a cédé la place à un État répressif. Que l'État démocratique et républicain a cédé la place à un État dictatorial avec des méthodes que le Sénégal n'a jamais connues. C'est lorsqu'il se rendait au tribunal mercredi pour être interrogé sur des viols présumés qu'Ousmane Sonko a été arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public. Depuis, de nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays et en particulier en Casamance, le fief d'Ousmane Sonko, dans le sud du pays, à Bignona ou encore à Ziguinchor. De son côté, le gouvernement a prévenu qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre public. 2 chaînes de télévision ont vu leur signal coupé et les réseaux Internet ont eux été fortement perturbés. Des actions dénoncées par Amnesty International. Nous sommes totalement surpris que l'État vienne couper le signal. C'est totalement inacceptable, c'est une violation de la liberté de la presse, une violation de la liberté d'expression que nous condamnons vigoureusement. Ce vendredi, l'ONU a lancé un appel au calme et à la retenue. Qui étaient même des gendarmes disparus jusqu'à présent. On ne sait pas, lorsqu'on parle de Badi et des autres, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Je pense que s'il y a à ce niveau-là d'agissement au Sénégal, il est quand même important que la sécurité devienne une priorité. Qui on met devant, pourquoi? Et on a vu d'ailleurs, juste avant le départ de l'ancien président, il a sorti un décret qui rattache la gendarmerie à l'armée et personne n'a compris pourquoi. Si c'était aussi important et nécessaire, pourquoi il attend à 2 jours ou 3 jours de son départ pour le faire? Donc, il y a énormément de questions que les gens se posent sur cette question-là et je pense qu'il mériterait qu'on les mette sur la table parce que c'est pas, je dirais pas que c'est pas logique, ils ont beaucoup plus d'informations que nous, mais on aimerait comprendre. Donc oui, la sécurité devient ou reste une priorité nationale et qui serait aussi une garantie de bonne gouvernance et de souveraineté sur laquelle le président et son gouvernement devront aussi, parmi les priorités, se pencher pour une meilleure stabilisation de ce pays. Alors, vous avez amorcé tout à l'heure déjà en parlant de Macky Sall, là, qui a finalement fusionné à la gendarmerie, à l'armée, comme vous l'avez dit. Il y a eu d'autres nominations aussi qu'il a eu à faire à la dernière seconde, sachant qu'il partait déjà. Et une autre information qui fait parler encore jusqu'à aujourd'hui, c'est sa nomination à une organisation créée par Emmanuel Macron, alors qu'il était encore en fonction. Comment vous avez perçu cela? Ce qui fait d'ailleurs que juste après l'intronisation du nouveau président, il s'en est envolé. Et je ne sais pas si, parce que moi j'ai vu les images, je ne sais pas s'il est encore au Sénégal, est-il déjà parti? Comment vous avez apprécié cela? Alors déjà, il est déjà parti. Il n'est plus au Sénégal actuellement. Par rapport aux nominations qu'il a fait, moi personnellement, en tout cas, je parle pas au nom du Sénégal, je parle pour moi personnellement. Pour moi, c'est un acte de mauvaise foi parce que lorsqu'on part, on est à 2 ou 3 jours et qu'on a des idées qui nous viennent à la dernière minute et qu'on a reçu le nouveau président au palais, je pense et qu'on a traité des dossiers soi-disant, je pense que c'était de lui
suggérer, de lui en parler, de lui faire la suggestion avec des recommandations. Je pense que c'était l'option la plus Tout à fait, c'était bienveillante beaucoup et plus la élégant en plus plus, oui. logique et c'était beaucoup plus élégant. On a vu aussi qu'il a élevé beaucoup de personnes au rang d'ordre national du Lion. Pourquoi? On ne sait pas. Énormément de personnes d'ailleurs. D'ailleurs, les gens le charrient un peu en disant il reste plus de médailles au palais. Ils ne veulent pas que Diomaye en donne à d'autres. Donc, juste pour le charrier, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris cette décision à la hâte, la nomination de certaines personnes à des hautes fonctions. Mais je pense que c'était juste de la provocation et qu'aujourd'hui, heureusement, le président de la République, M. Diomaye Diakhar Faye, n'a pas suivi ces provocations-là. Il a été correct jusqu'au bout. Il a été gentleman jusqu'au bout. Il a été un professionnel jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il l'a bien accompagné jusqu'à la porte. Voilà, il parle bien de lui. Dans ses discours, on n'entend pas forcément quelque chose qui est français, mais au système français qui n'accepte pas de lâcher la prise, un peu le coup des pays africains et qui fait que beaucoup d'États aujourd'hui se battent pour retrouver leur liberté. Et vu que le président sortant est vu comme un ami très proche de ce système-là, je pense que, bon, s'il est nommé dans ces instances, peut-être que c'est pour le protéger de certains aspects, mais on attendra de voir pour en savoir un peu plus sur cette question-là. Que c'est cette attitude de la France qui justifie également que lorsqu'il y avait souvent des manifestations contre le système incarné par Macky Sall, les jeunes se ruaient beaucoup plus vers, j'allais dire, les intérêts français, c'est ça? Mais ça, c'est l'Afrique qui en parle, hein. C'est l'Afrique qui dénonce cet acharnement sur l'Afrique par des Africains pour le compte de l'autre. L'autre, ça peut être la France, ça peut être d'autres pays. Peut-être que c'est la France qu'on voit le plus là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un cri de cœur de beaucoup de pays africains qui ne se reconnaissent pas dans leur propre pays, dans leur continent, parce qu'ils ont l'impression que les dirigeants qui sont à la tête de leur gouvernement travaillent pour l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, l'idée pour nous, c'est avec ce nouveau régime, c'est de voir des jeunes déjà. L'aspect jeunesse donne de l'espoir. Notre président, quand même, à 44 ans, il a été élu le 24 mars. Et le 25 mars, c'était son anniversaire pour ses 44 ans. Pour la première fois de l'histoire du Sénégal, on est un président aussi jeune, intègre, que les gens ne connaissaient pas. Avec un beau cadeau d'anniversaire en plus. Exactement. Et les gens sont sortis, ils ont acheté des gâteaux, ils ont fêté son anniversaire de dos, etc. Mais franchement, c'était magique. Et je pense que c'est à ce genre de choses qu'une population s'attend en fait pour se réconcilier. Moi, j'ai été dans les rues le soir même des élections lorsque les résultats sont tombés, mais je vous assure que le sentiment que j'ai eu de voir mon pays se reconnecter, d'avoir ces personnes qui se recroisent, qui font la paix, qui font la fête, qui ne se connaissent pas, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ça. Tout le monde était crispé d'ailleurs sur mes réseaux. Lorsque je fais des vidéos, les gens me disent « Ah, Nafi, on te voit un peu plus gai, on te voit, tu souris, ça se voit que tu es bien. » Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est seulement la liberté qui l'offre. Et le peuple sénégalais s'est battu. Et j'invite tous les pays africains qui sont à côté, qui veulent cette liberté-là, de se battre. Je disais à une amie guinéenne qui m'a dit « Félicitations à vous. Maintenant, nous vous invitons à nous aider aussi à... » Je dis, mais ça commence par vous-même. Il faut que vous sortez, que vous dites ce que vous pensez et que vous ne privilégiez pas votre liberté. Moi, à un moment donné, ma mère ne voulait pas que je fasse des publications, mais je l'ai fait quand même. Parce que mon devoir citoyen me disait, tu as l'obligation de participer à ce combat-là. Et aujourd'hui, je marche dans la rue, la tête haute, parce que j'ai pas cette honte de m'être tue pour mon intérêt personnel, pour ma liberté. Au contraire, je me suis battue avec tous les risques que cela avait pour mon pays et j'en suis très fière. Donc, j'invite tous les pays Est-ce africains à que faire je peux idem. penser que vous êtes une exception ou bien c'est là que je voulais comprendre, c'est par là également que nous allons terminer cette interview. Quel a été le rôle de la femme dans ce combat, dans cette lutte politique? C'est une question assez intéressante dans la mesure où, dans la culture sénégalaise, africaine de manière générale, la femme est toujours reléguée au second plan. La femme n'a pas forcément tout le temps son mot à dire, on lui donne pas assez d'espace pour qu'elle le fasse. Mais il existe des exceptions de ces femmes-là qui
quand même de plus en plus se mettre au devant de la scène parce qu'elles ont conscience de leur rôle dans le développement d'un pays, dans l'éducation des enfants, dans le fait d'inculquer des valeurs à ces enfants. Et aujourd'hui, je pense que à un moment donné, certes, on ne voyait pas beaucoup de femmes, mais je pense que l'image la plus virale de ce combat a été cette femme en maillot sénégalais qui a été arrêtée, battue par des hommes de tenue parce qu'elle était juste sur la rue avec un drapeau du Sénégal et qu'elle a subi cette violence-là juste parce qu'elle était une femme qui s'exprime. Donc, je pense que sur cette lutte-là pour la liberté du Sénégal, cette fois, la femme a joué un rôle intéressant et un rôle très intéressant et primordial parce que les mamans en général n'aiment pas lorsque leurs enfants sont dans la rue parce qu'elles ont peur. Mais cette fois, ce sont les femmes qui allaient sur la rue avec leurs enfants pour soutenir le projet PASTEF. Et aujourd'hui, on est sortis tous vainqueurs. Et je pense que le rôle de la femme reste et sera pour toujours très important dans le changement. Il faudrait juste que beaucoup plus de femmes en prennent conscience et qu'on leur donne assez d'espace pour contribuer parce qu'elles ont envie aussi de mettre leur mot sur ces questions de développement et de gouvernance et de croissance. Merci. Il me revient également à l'idée l'interpellation de ancienne ministre, première ministre, j'allais dire, du Sénégal et actuellement ministre des Affaires étrangères. En tout cas, merci Nafi Gueye d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en entrepreneuriat et automatisation des jeunes et des femmes. Vous êtes Autonomisation. voilà. Vous êtes également fondatrice de l'association J'existe. En tout cas, grand merci d'avoir été disponible pour cette interview malgré vos occupations. Merci, encore merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Comme d'habitude, nous avons besoin de votre petit concours, des petits gestes qui nous aident évidemment à parfaire notre référencement. C'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Après avoir massivement partagé cette interview, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir, merci beaucoup, au revoir. Je vous en prie.